Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le mercredi 29 octobre 2025, épisode 469. Il est 5h du matin. Au programme aujourd'hui, on commence avec Apache Tomcat, touché par plusieurs vulnérabilités critiques menant à l'exécution de code et déni de service. Direction Kali Linux qui dévoile sa version 2025.3 avec 10 nouveaux outils et un support sans fil renforcé. On s'arrêtera ensuite sur WordPress où la CVE 2025-4165 dans le plugin Contact Form expose les sites à des injections SQL et des désérialisations non sécurisées. Dans la foulée, on partira sur un focus sur Aizuru, un botnet responsable d'attaques DDoS atteignant des pics records de 20 terabits par seconde. Nous évoquerons aussi une nouvelle vague de phishing, jouant sur des caractères invisibles pour tromper les filtres anti-spam. Et sur le plan international, on reviendra sur le retour de la décision que les États-Unis ne signeront pas le traité onusien contre la cybercriminalité à ce stade. Et enfin, pour conclure, la CISA a ajouté 2 vulnérabilités critiques à son catalogue Kev de Dassault Systèmes. L'ensemble des sources utilisées pour faire ce podcast sont disponibles sur le site de radiocessort.org ainsi que dans la description des épisodes. Si vous êtes un nouvel auditeur, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Radio Cessort sur votre plateforme favorite. Le CERT-FR signale de multiples vulnérabilités dans Apache Tomcat. 3 failles de sécurité sont concernées. Elles permettent à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire à distance, un déni de service à distance et un contournement de la politique de sécurité. Apache a publié les correctifs les 6 et 7 octobre 2025 et les versions corrigées sont Tomcat 9.0.110, Tomcat 10.1.47 et Tomcat 11.0.12. La distribution Kali Linux publie sa version 2025.3. Cette mise à jour trimestrielle apporte 10 nouveaux outils de sécurité, un meilleur support sur tout ce qui est driver sans fil et outillage et un rafraîchissement complet de l'infra. De nouveaux paquets ajoutés incluent Kaido et Kaido-CLI pour les audits web, Detect It Easy pour l'identification de format de fichiers, Gemini CLI et LLM Tool Nmap pour l'automatisation et la reconnaissance pilotée. KRB Relay X pour les attaques Kerberos, Ligolo-MP pour le pivot réseau et PatchLeaks pour la détection de correctifs de sécurité. On a aussi MCP Kali Server pour la configuration d'agents connectés et V2 Wi-Fi DKMS pour la création des réseaux Wi-Fi virtuels. Je pense qu'aujourd'hui, on va être nombreux à tester ce genre de choses. La prise en charge sans fil s'améliore nettement. Le projet réintègre Nextmon pour les chipsets Broadcom et Cypress, enfin ils ont compris quoi, permettant le mode moniteur et l'injection sur les Raspberry Pi, y compris le PI5. Le plugin VPN IP de XFCE évolue et l'architecture RMEL n'est plus maintenue. Côté virtualisation, il y a des images VM qui utilisent désormais Packer V2 et de nouveaux workflows Vagrant. Les images préconstruites pour Hyper-V et VirtualBox bénéficient d'un pipeline de génération modernisé et Kali Linux 2025.3 repose sur un noyau Linux 6.12.0. Il reste bien entendu aligné sur Debian Testing, la fameuse Trixie, et les miroirs de distribution gagnent en bande passante et en couverture mondiale. Ça, c'est vraiment la super bonne nouvelle. Cette version, elle marque une étape de modernisation du projet. Moi, je le trouvais déjà bien, le projet, mais là, il est plutôt au top. Une meilleure compatibilité matérielle, une automatisation renforcée et un lab virtuel simplifié. À tester. Sur un environnement de test, hein. On ne fait pas de la prod tout de suite avec. Petit coquin, va. CVEFID nous a signalé la CVE 2025-4665. C'est une vulnérabilité critique dans le plugin WordPress Contact Form CFDB7. Les versions jusqu'à la 1.3.2 inclus sont affectées par une injection SQL sans aucune authentification qui peut conduire à une désérialisation non sécurisée permettant l'injection d'objets PHP arbitraires. Cette faille provient d'une validation insuffisante des entrées utilisateurs dans les endpoints du plugin. Alors le score CVSS en 3 points, il est de 9.6. Il est classé critique. L'exploitation est possible à distance sans aucune authentification, mais nécessite une interaction spécifique avec l'endpoint vulnérable. Oui, vous avez entendu, c'est le réveil qui vient de sonner. Comme quoi, c'est vraiment fait très tôt cet épisode. Mais revenons sur ce correctif. Il est disponible en version 1.3.3 du plugin et cette vulnérabilité a été publiée le 29
octobre par mendiant. Security Affairs rapporte que le botnet Aizuru est à l'origine des attaques DDoS et avec une attaque record. Je suis resté quand même un petit peu sidéré. Elle dépasse les 20 terabits par seconde. Elle est basée sur Mirai. C'est un botnet IoT lancé en octobre 2025. Ces attaques massives ciblaient principalement le secteur du jeu en ligne, selon l'entreprise de cybersécurité Netscout. Le botnet utilise des proxys résidentiels pour réfléchir des attaques DDoS HTTPS. Donc là, il n'y a rien de nouveau. On est toujours sur les mêmes modes opératoires. Et ces nœuds sont principalement des routeurs grand public, des caméras de surveillance, des enregistreurs vidéo et tout autre équipement vulnérable. Les attaques exploitent des flux de UDP, TCP et GRE avec des paquets de taille moyenne et des ports et flags aléatoires. Il y a des flux qui dépassaient 4 gigapaquets par seconde qui ont provoqué des défaillances de cartes en ligne sur des routeurs et des switches de niveau 3. 20 Tera, il n'y a pas grand-chose qui tient quand même réellement. Aizuru opère comme un service DDoS à la demande et évite les cibles gouvernementales et militaires. Les fournisseurs d'accès au débit ont subi des perturbations importantes avec des attaques dépassant 1,5 TB par seconde depuis des appareils clients infectés. Et le botnet intègre aussi des fonctions multiples pour le credential stuffing, le web scraping par IA, le spam et le phishing. C'est à lire, c'est intéressant, c'est pas complet, mais ça vous permet d'avoir une bonne connaissance sur ce type de nouveau DDoS as a services. Cyberpress nous a signalé une nouvelle technique de phishing utilisant des caractères invisibles dans les lignes d'objet des emails. C'est pas nouveau, mais ça a le mérite de revenir un peu sur le devant de la scène, comme quoi quelque chose qui marche, on va toujours le réutiliser. Les attaquants vont insérer des caractères soft hyphen, code Unicode, ça c'est du U plus 00AD, entre chaque lettre de la ligne objet au format MIME, Encoded Word, spécifié dans la RFC 2047. Il faut toujours lire les RFC. Ces caractères invisibles vont rester cachés dans les clients de messagerie, surtout dans Microsoft Outlook, tout en fragmentant les mots-clés habituellement détectés par les solutions de sécurité. Un message récemment analysé encodait la ligne d'objet Your password is about to expire en UTF-8 et base64 avec des soft et hyphens intercalés entre chaque caractère. Alors, Microsoft Threat Intelligence avait documenté l'utilisation du caractère Unicode invisible dans le corps des emails depuis 2021. Vous voyez, c'est pas quelque chose de vraiment nouveau, mais tant que ça marche, on va l'utiliser. Mais l'application spécifique aux lignes d'objets restait moins répandue. C'est une nouveauté 2025, c'est ça la petite news. Le message de phishing va rediriger les victimes vers une page de capture d'identifiant hébergée sur un domaine compromis, la base, et les experts recommandent de mettre à jour les règles de détection. Ouais, c'est là que ça devient le plus compliqué. Mettre à jour des règles de détection pour identifier des mots encodés en MIME contenant des soft et hyphen excessifs dans les lignes d'objets. Il n'y a pas beaucoup d'exemples, mais c'est à tester. Vos équipes vont vous s'arracher les cheveux, hein. Surtout sur les appliances faites clé en main. On revient sur une news de Radio Cesseur de cette semaine sur le fait que les États-Unis refusent de signer le traité des Nations Unies contre la cybercriminalité. Plus de 70 pays ont signé ce week-end à Hanoï la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité. Même le Royaume-Uni, l'Union européenne, la Chine, la Russie, le Brésil, le Nigeria. Mais le département d'État américain a confirmé lundi que les États-Unis n'ont pas signé le traité et continuent encore de l'examiner. La convention adoptée par l'Assemblée générale en décembre 2024 entrera en vigueur 90 jours après sa ratification par le 40e signataire. Elle établit de nouveaux mécanismes pour coordonner les gouvernements, renforcer les capacités et traquer les criminels utilisant la technologie. Alors le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, estime que la cybercriminalité coûte environ 10 500 milliards de dollars par an dans le monde. 10 500 milliards. Je ne sais pas d'où il sort le chiffre, mais bon, c'est quand même le secrétaire général de l'ONU. La Convention crée le premier cadre mondial pour la collecte, le partage et l'utilisation de preuves électroniques pour toutes les infractions graves. Ouais, c'est ce qu'on dit toujours au départ. Elle criminalise également pour la première fois les crimes dépendants d'Internet et reconnaît la diffusion non consentie d'images intimes comme une infraction. Ça va être rigolo, ça. Alors évidemment, les premiers qui ont fait la levée de bouclier, c'est l'industrie technologique qui va critiquer la Convention. Elle affirme qu'elle criminalise la recherche en cybersécurité et expose les entreprises, et c'est là que c'est le vrai sujet, à des demandes de données juridiquement complexes. Bref, en un mot, ils vont devoir dire qu'est-ce qui se passe sur leur système d'information et qu'est-ce que font les utilisateurs.
Alors jusqu'à maintenant, les opérateurs de télécommunications étaient habitués, on appelait ça des fadettes. On envoyait des réquisitions auprès des opérateurs, ils vous facturaient, etc. Sauf que ça impose des services entiers. Les groupes de défense des droits humains, eux, ils ont parfaitement raison de lever un avertissement parce qu'ils vont créer un système de surveillance électronique étendu qui pourra être utilisé par des régimes autoritaires contre des critiques ou des manifestants ou des opposants politiques. Bref, on n'a pas terminé d'entendre parler de cette résolution de l'ONU. Je voudrais bien voir comment elle va être appliquée. Et voilà, cet épisode matinal est terminé. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09. Et pour les plus timides, par email sur radiocessort@gmail.com. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. J'ai bien avancé sur la partie anglaise. Ouais, je vous fais du teasing là tous les jours, mais ça avance plutôt bien. Je vais au Cybercampus. J'ai une réunion, faut que j'y aille. Donc si ce midi vous voulez qu'on mange ensemble ou qu'on boive un café, pour ceux qui sont présents, n'hésitez pas. Ne soyez pas timides. D'ici là, on ne réfléchit pas. On patch. Je vous embrasse très fort. À tout à l'heure ou à demain.